Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Après un mois d'interruption, exactement, puisque la dernière vidéo, la vidéo numéro 9, datée du 5 février, nous voici donc au 5 mars à la vidéo numéro 10 du cours sur les sophistes et à la circonstance du cours sur le sophiste Hippias, qui a été commencé il y a déjà quelque temps. Nous avons passé plusieurs vidéos à étudier un extrait des Mémorables de Xénophon, où intervenaient Hippias et Socrate. Nous l'avons assez longuement expliqué. Et nous allons voir aujourd'hui deux choses. Je vous renvoie au plan que vous pouvez avoir sous les yeux. Donc, nous avons étudié texte 1, le légal et le juste. Nous allons étudier aujourd'hui texte 2, j'ai numéroté ces textes-là, vous le verrez, la loi tirant des hommes, et sans doute aussi le texte 3, c'est-à-dire en voyant le lien entre le texte 1 et le texte 2, une très belle question, celle des lois non écrites. Donc, deux sujets, loi tirant des hommes et les lois non écrites. Je vais bien sûr projeter au fur et à mesure le texte et les textes étudiés, mais il serait bon, du moins si vous le souhaitez, que vous ayez sous les yeux ces textes que je vous ai déjà envoyés. Donc, premier sujet, la loi tirant des hommes. Je vais bientôt vous afficher le texte. C'est un extrait du dialogue de Platon, Protagoras, 337d. Avant de vous le lire, vous voyez qu'il est bref. Je vous donne le contexte. Nous sommes dans la maison du riche Callias à Athènes. Riche Callias qui a l'habitude de donner l'hospitalité aux différents sophistes. Ce jour-là sont présents de nombreux et importants personnages, du moins en ce qui nous concerne. Le sophiste Protagoras, que nous avions auparavant étudié, le sophiste Hippias et le sophiste Prodicos, donc trois sophistes célèbres. Plus Socrate, évidemment, plus le frère du riche Callias, plus les deux fils de Périclès, d'autres aristocrates, et bien sûr le fameux Alcibiade. Autrement dit, tout ce beau monde est réuni dans la maison du riche Callias. Et bien sûr, rapidement s'engage une discussion entre Protagoras et Socrate. Mais elle s'est un peu envenimée et à un point tel que plusieurs participants assistants interviennent pour calmer l'ambiance. Et ici, dans ce que nous allons lire, c'est donc Hippias qui intervient et qui dit deux choses qui nous intéressent et qui révèlent évidemment ses préoccupations philosophiques. Ces deux choses, donc, on va le voir, sont liées, la loi tirant des hommes et puis les fameuses lois écrites. Donc, voyons d'abord la loi tirant des hommes et je vous affiche le plus tôt possible le texte. Donc, ce n'est pas celui-ci, le voici. Là, texte 2, vous le voyez à droite, je l'agrandis au maximum. Voilà, vous l'avez donc à droite. Vous voyez, Platon, Protagoras, 337, etc. Je lis, après Prodicos, c'est le savant Hippias qui s'exprima. Vous qui êtes ici présent, dit-il, je pense personnellement que vous êtes tous des parents, des proches et des concitoyens, non pas selon la loi, mais selon la nature. Notez bien l'idée importante sur laquelle je vais revenir. Vous êtes tous des parents selon la nature. Le semblable est en effet parent du semblable par nature, alors que la loi qui est le tyran des hommes impose de force bien des choses contre nature.
voyez, vous avez là l'idée essentielle, la loi va contre la nature. Il serait honteux que nous, qui connaissons la nature des choses, qui sommes les plus savants des Grecs, qui pour cette raison sommes réunis en Grèce, dans le Prytanée même du savoir, dans cette maison, la plus illustre et la plus fortunée de la cité, nous ne manifestions rien qui fût digne de cette valeur et que nous nous opposions les uns aux autres comme les plus indignes des hommes. Vous voyez l'allusion à l'ambiance qui avait un peu chauffé. Donc il dit, parlons calmement. Et quant à nous, examinons donc ce texte et l'idée centrale que j'ai soulignée, la loi tirant des hommes. Un petit peu de grec, la loi c'est ho nomos, tirant, tyrannos, des hommes, ton anthropon. Ho nomos, tyrannos, ton anthropon. Il y a là une déformation d'un vers célèbre de Pindare, poète du 5e siècle, début du 5e, que je vous cite. Pindare disait « La loi, reine du monde, des êtres mortels et des dieux immortels. » La loi, reine du monde. Donc, vous voyez déjà la différence. Hippias nous dit ici la loi tirant des hommes et Pindare disait la loi roi du monde, des êtres mortels, des immortels. Donc, tyran, tyrannos, roi, basileus. Il y a une différence importante, évidemment, de roi à tyran. Je rappelle très rapidement qu'un roi gouverne, on dirait aujourd'hui constitutionnellement, il est lié par des règles. Le tyran, lui, au fond, c'est lui qui fixe les règles. Donc, il avait en tête évidemment cette formule de Pindare qui désignait donc la loi comme la prescription suprême s'imposant même aux dieux. Et on peut se poser la question, que mettait Pindare derrière le mot loi, nomos, le même loi? Est-ce la loi? Est-ce l'autorité suprême, etc.? Est-ce une justice suprême? Bon, cherchons pas à répondre à la question, mais l'important, c'est évidemment l'usage qu'en fait ici Hippias. On voit bien qu'il est parti de là et qu'il a transformé le roi en tyran. C'est quand même très important quant à son idée. En effet, il dit un peu plus loin, la loi impose de force des choses contre nature, vous voyez, c'est aussitôt après, impose de force bien des choses contre nature. C'est bien une conduite tyrannique. Donc, nous avons une opposition très claire entre la nature et la loi. Et cette opposition, donc formulée ici par Hippias, a fait couler beaucoup d'encre, mais elle est très bien éclairée par ce qui précède, à savoir les hommes sont des parents, et je vous le relis, vous, à partir de la ligne 3, hein, vous êtes tous des parents, des proches, des concitoyens, non pas selon la loi, mais selon la nature. Donc, la nature fait de nous des parents. Et cette nature qui fait de nous des parents s'oppose à la loi. C'est quand même très important. Vous remarquez également l'insistance sur parenté. La nature fait de nous des parents, en grec syngeneis, des proches, qui est très large en grec comme en français, oikeius, des concitoyens, politas. Vous voyez, il insiste par 3 mots sur cette parenté qui nous vient de la nature. Je vous rappelle le fameux mot grec pour la nature, physis. Parenté qui nous vient de la nature et non pas de la loi. Donc, la nature a pour effet de faire de nous des semblables et il fait que, de ce même coup, nous sommes parents. Donc, l'idée centrale d'Hippias, on le voit bien, c'est que la grande famille humaine, idée quand même intéressante sur laquelle je reviendrai à l'occasion, cette grande famille humaine est un produit de la nature. Et sous-jacent à cette idée-là,
c'est quand même important à remarquer, les petites familles humaines que sont les cités grecques, elles, sont unies par quoi? Par des lois au sens large de coutume, parce que le mot nomos a d'abord voulu dire coutume, et au sens plus étroit, juridique, de loi. Donc, les petites familles humaines des cités grecques, il y en a des centaines, je vous le rappelle, elles sont unies par des nomoi, que ce soit des coutumes ou des lois strictes. Et la contrainte de ces lois de chaque cité particulière est telle qu'elle va s'opposer à la loi de la nature. Exemple que ne prend pas Hippias, mais auquel il aurait pu songer, encore que c'était plus ou moins présent dans le dialogue précédent entre Socrate et Hippias, la guerre va faire s'entretuer des hommes qui pourtant sont parents par nature, on l'a vu. Autrement dit, dans la guerre, je vais tuer mon semblable, qui est mon parent par nature, parce que la loi de ma cité m'ordonne de le tuer. Conséquence de cela, on comprend bien qu'Hippias soit défavorable à la contrainte des lois grecques locales, qui sont variables, qui sont contradictoires, comme il l'avait d'ailleurs signalé dans le dialogue précédent. Donc je conclus sur ce sujet. Au centre de la réflexion des sophistes, on l'a déjà vu avec Protagoras d'ailleurs, il y a cette fameuse nature et il y a bien sûr l'homme. Je vous rappelle la fameuse formule Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Donc, revenons là au cœur de la pensée des sophistes. Tous, nature et homme. Et les sophistes, je vous le rappelle, étaient des gens qui voyageaient dans tout le monde grec. Et grâce à leur voyage dans le monde grec, ils ont été amenés à dépasser le monde étroit des cités grecques. Ils ont vu dans telle cité, telle loi, dans telle autre cité, des lois différentes. Cela a élargi leur esprit. Voilà donc pour le premier sujet, la loi tirant des hommes. Je passe au deuxième sujet que j'avais intitulé, vous pouvez voir le plan, en lien avec le texte 1, le long texte des mémorables de Xénophon que nous avons étudié, et ce texte 2, le texte de Protagoras, donc les fameuses lois non écrites. Et là, je pense qu'il faut revenir au texte de Xénophon. Voilà, je vous l'affiche ici. Donc, vous voyez à droite le paragraphe 19 qu'il est bon de relire. Donc, ligne 64, je vous l'indique, à 73. Donc, dialogue Hippias-Socrate. Hippias, début de 19, demanda-t-il, donc demanda Socrate, est-ce que tu connais des lois non écrites? Oui, celles qui sont en usage sur les mêmes sujets dans tous les pays, répondit-il. Pourrais-tu donc affirmer, demanda-t-il, que ce sont les hommes qui les ont établies? Et comment le pourrais-je, répondit-il, puisqu'ils ne pouvaient pas tous se rassembler et qu'ils ne parlent pas la même langue? Alors, à ton avis, qui sont ceux qui ont établi ces lois non écrites, demanda-t-il. Pour ma part, répondit-il, je crois que ce sont les dieux qui ont établi ces lois dans l'intérêt des hommes. Vous voyez, ce texte est très intéressant et il introduit donc le fameux thème, vous voyez, ici, à la ligne 65, des lois non écrites. Donc, c'est Socrate qui l'a introduit, Hippias, est-ce que tu connais des lois non écrites? Et nous avons la réponse d'Hippias qui est très intéressante, oui, celles qui sont en usage sur les mêmes sujets dans tous les pays. Réponse très intéressante. Hippias ne dit pas
Les lois non écrites, ce sont celles qui sont les mêmes sur les mêmes sujets dans tous les pays. Il ne dit pas qu'elles sont les mêmes, il dit simplement qu'elles sont en usage sur les mêmes sujets. Autrement dit, sous-entendu, que sur les mêmes sujets, elles pourront être variables selon les pays, mais dans le fond, elles méritent d'être traitées de non écrites parce qu'elles ne le sont pas effectivement, et même si elles varient, elles ont quelque chose de commun. Donc la législation d'un pays à l'autre peut varier, mais on est toujours dans des lois non écrites. Ensuite, nous l'avons vu, Socrate fait dire à Hippias que ces lois sont nécessairement d'origine divine. Pourrais-tu affirmer que ce sont les hommes qui les ont établis? Hippias dit bien sûr que non. Ils n'ont pas pu les établir puisqu'ils ne pouvaient pas tous se rassembler et qu'ils ne parlent pas la même langue. Réponse de bon sens. Si vous imaginez que les hommes se sont rassemblés pour formuler ces lois non écrites, c'est impossible géographiquement et c'est impossible linguistiquement. Et voilà, donc raisonnement, je dirais, irréfutable. Et donc, puisque ce ne sont pas les hommes qui les ont fabriqués, qui n'ont pas pu les fabriquer, ce sont évidemment les dieux qui les ont fabriqués. Nous avons là une idée très intéressante. Évidemment, pourrait-on dire, c'est Socrate qui le fait dire ici dans un dialogue. Est-ce que Hippias le pensait vraiment? Je dirais, au fond, c'est secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'idée est mise en quelque sorte sous sa plume. Donc, je vais traiter maintenant de ces fameuses lois non écrites, je vous le dis en grec, agraphoi, a privatif graphoi, non écrites, nomoi, loi. Sujet très riche, vous vous en doutez, et nous allons le voir avec donc, le texte suivant, donc le texte d'Aristote ici, le texte 3. Voilà. Donc, tiré, voyez, de la rhétorique, je cite, par loi, nomos, particulière, idios, donc par loi particulière, j'entends la loi écrite qui régit chaque cité. Par loi commune, koina, celle qui, sans être écrite, agrapha, semble être reconnue par le consentement universel. Cette citation est intéressante aussi. Vous remarquez que lui, Aristote se contente il tient à des définitions précises et donc il distingue bien nomos, idios, une loi particulière, sous-entendu comme il le dit, s'appliquant à chaque cité. Donc nomos, idios, il le distingue de nomos, koinos. Ces nomos, koinoi, ce sont celles qui sont agraphoi, qui sont non écrites et, comme il le dit prudemment, qui semblent être reconnues par le consentement universel. Nous avons là une idée très claire et très intéressante. Je vous ai mis ensuite donc un texte d'Isocrate, panathénaïque. Isocrate est un orateur athénien du IVe siècle. Je vous le lis et je présenterai un peu la légende d'Égypte pour que ça soit plus clair. Voulant ramener dans sa patrie le fils d'Édipe, Polynice, son propre gendre, Adraste perdit un nombre considérable d'Argiens et fut le témoin de la mort de tous les chefs. Sauvé, il ne put obtenir une trêve ni relever le corps des soldats tués. C'est alors qu'il s'adressa en suppliant en notre cité, Athènes, du temps où Thésée la gouvernait encore, pour demander de ne pas tolérer que de tels hommes restassent sans sépulture et que fût aboli un usage ancien, une loi ancestrale que l'ensemble des hommes n'a cessé de pratiquer,
non parce que la nature humaine l'a établi, mais parce qu'une puissance divine l'a imposé. Et donc, pour que ça soit plus clair, je vous rappelle les traits essentiels de la fameuse légende d'Édipe, pardon. Donc, les traits essentiels. Un oracle rendu à Delphes avait dit à Édipe, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Ton père Laios, ta mère Jocaste. Évidemment, Édipe va tout faire pour échapper à ce terrible oracle, à la réalisation de ce terrible oracle. Cependant, on ne peut rien contre un oracle, l'oracle va se réaliser. Et une fois qu'il sera réalisé, donc Édipe aura tué son père et épousé sa mère, quand il l'apprendra, il se crève les yeux et il quittera Thèbes où il était devenu roi, accompagné de sa fille, de l'une de ses filles, Antigone. Il avait 2 filles, Antigone et Ismène, laissons-les. Il avait 2 fils, Éthéocle et Polynice, dont vous voyez le nom ici. Et ces 2 fils, Éthéocle et Polynice, lorsque Édipe a quitté le trône, se disputent le trône et du coup, Édipe les maudit. Alors, il faut bien voir qu'une malédiction dans l'Antiquité est efficace. Autrement dit, il attire sur eux la colère divine. Donc, les 2 fils se disputent le trône, ils arrivent à une convention commune, ils disent chacun de nous occupera alternativement le trône de Thèbes 1 an. 1 an moi, 1 an toi. Ils mettent la convention en application et c'est Éthéocle qui, le premier, occupe le trône pendant 1 an. Au bout de cette année écoulée, c'est donc Polynice qui doit le succéder. Mais Éthéocle refuse de céder le trône. Pendant que Éthéocle régnait à Thèbes, Polynice était allé à Argos, dans le Péloponnèse, chez le roi d'Argos, dont vous avez le nom ici, Adraste, et là, il avait donc épousé la fille d'Adraste. Vous voyez le texte, son propre gendre, en parlant d'Adraste. Et donc, il est le gendre d'Adraste, et il demande à Adraste de venir l'aider à récupérer son trône. Adraste réunit une grande armée, je vous passe des noms célèbres qui en faisaient partie, et donc il y a à la tête Adraste, il y a bien sûr Polynice, et cette grande armée va aller à Thèbes, l'assiéger, la combattre, afin d'y mettre sur le trône, comme de droit, Polynice. Donc la bataille a lieu. Au cours de cette bataille, les principaux chefs d'Adraste sont tués, lui seul survit. Polynice et Éthéocle, les 2 fils, se sont affrontés en duel au cours de la bataille et les 2 ont été tués. Que fait-on du corps d'un soldat tué à la bataille? Selon l'usage grec, on lui doit la sépulture. Et toujours, le vainqueur permet aux vaincus d'ensevelir ses corps. Or, Thèbes, bien sûr, enseveli donne la sépulture à Éthéocle, mais le roi de Thèbes, Créon, refuse de donner la sépulture à Polynice. Et c'est là qu'interviennent 2 versions, si vous voulez. Une première version à laquelle il est fait allusion ici. Adraste va trouver Aisée, vous voyez, à la ligne 4. Il s'adressa en suppliant à notre cité Athènes, au temps où Thésée la gouvernait encore, en était encore roi, pour demander que, etc. Demander à Thésée, viens à mon secours pour que j'aille exiger des Thébains qu'ils me rendent le corps de Polynice. Ça, c'est une version à laquelle il fait allusion ici. L'autre version qui est plus connue, c'est celle de la fameuse pièce d'Antigone, donc la sœur de Polynice, qui est à Thèbes. Malgré l'interdiction du roi de Thèbes,
Créon ensevelit le corps de son frère. Voilà, donc maintenant, je pense que le texte est plus clair. On peut le relire. Voulant ramener dans sa patrie le fils d'Édipe, dans sa patrie, évidemment, chez lui, Polynice, son gendre, Adraste perdit un nombre considérable d'Argiens, fut le témoin de sa mort, etc. Il ne put obtenir une trêve ni relever les corps. Il s'adressa en suppliant à Thésée pour demander de ne pas tolérer que de tels hommes restassent sans sépulture, pour demander de ne pas tolérer que fût aboli un usage ancien, loi ancestrale, que l'ensemble des hommes n'a cessé de pratiquer, non pas parce que la nature humaine a établi, mais parce qu'une puissance divine l'a imposé. Donc nous avons bien affaire ici à la notion de loi divine, de loi non écrite, qui fait que l'on doit donner la sépulture à Polynice. Je crois qu'on peut encore commenter ce texte-là et voir quelques différences entre le texte d'Aristote que nous avons vu, que vous avez juste au-dessus, texte 3, et le texte d'Isocrate ici. Donc revenons à Aristote, vous voyez qu'il a donné, lui, des définitions sèches, sans faire intervenir les dieux. Hein. Il parle simplement, il dit, elle semble être reconnue par le consentement universel. Donc il nous dit, nomos idios, loi particulière à une cité, nomos koinos, loi commune à tous les hommes. Isocrate, lui, part d'un thème historique, d'une légende, si vous voulez, et il traite de la sépulture due aux morts, sans s'occuper, si vous voulez, de l'usage ancestral, puisque lui, il va plus loin, il va jusqu'à l'autorité divine. Mais les deux, évidemment, sont d'accord sur un point essentiel. Aristote, certes, ne se réfère pas à la divinité, mais au consentement universel. Isocrate se réfère à la divinité, la puissance divine, mais ils sont d'accord sur un point essentiel, ces fameuses agraphoi nomoi, elles sont universelles. À partir de là, je dirais, reste un problème. Ces agraphoi nomoi sont-elles valables parce qu'elles sont reconnues par tous les hommes, position d'Aristote, ou bien parce qu'elles ont été instituées par les dieux, position d'Isocrate et position évidemment de Sophocle dans la fameuse tragédie. Je crois que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Avant de m'arrêter, on verra la suite donc la prochaine fois. Je voudrais les textes qui nous restent, vous voyez ici. Donc nous verrons voilà, Sophocle Antigone, le fameux texte de Sophocle sur le même sujet, le caractère imprescriptible des lois non écrites parce qu'elles sont divines, et ensuite, texte 7, une référence à Hésiode, les travaux et les jours. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Auparavant, je vous informe du fait que vous avez peut-être vu avec d'autres cours que, outre les vidéos telles que celle-ci, il y aura bientôt de la part de chaque professeur une vidéo de questions-réponses, donc au cours de laquelle interviendront 2, 3, 4 maximum pour que ça puisse être gérable personnes adhérents avec le professeur. Et donc, pour ma part, j'attends d'avoir terminé un sujet. Donc, ici, quand j'en aurai terminé avec Hippias, cela sera fait au prochain cours dans 15 jours. Donc, le sujet d'Hippias ayant été traité,
Je pense que certains d'entre vous auront des questions à me poser là-dessus. Donc, je leur demande d'y réfléchir déjà. S'ils le veulent, ils peuvent déjà me dire, bien, moi, je suis intéressé pour participer à cette séance de questions-réponses qui aura à peu près la même durée. Donc, qu'ils m'envoient un mail. Et en gros, je peux vous dire, puisque le prochain cours 5 et 7 aura lieu le 19 mars, eh bien, la vidéo questions-réponses aura lieu dans la deuxième quinzaine de mars. Je vous remercie de votre attention.